Voilà sans doute le personnage le plus paradoxal de notre temps. Il y a deux faces à la superbe médaille de ce jubilé de diamants qui s'annonce. D'un côté, la reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, reine du Commonwealth et chef de l'église anglicane, doyenne des souverains d'Europe. Une de ces figures archi-emblématiques, peut-être la plus emblématique du dernier demi-siècle. Son visage qui orne les timbres et billets de banque est connu de tous les humains, ou presque. Et on peut dire qu'elle est aujourd'hui la femme la plus célèbre du monde. Et puis de l'autre côté, Elisabeth de Windsor, fille aînée de George VI, épouse de Philippe de Grèce et Danemark, et mère de 4 enfants. La petite Lilibet, montée sur le trône à 26 ans en 1952, et qui est une énigme pour ses contemporains, une femme secrète, incernable, sur laquelle on aura tout dit, et souvent n'importe quoi, sans jamais entamer ni son crédit, ni sa popularité, qui sont immenses. Il semble que sur elle, le temps n'est pas vraiment de prise et que les scandales qui affectent régulièrement sa famille et son entourage l'épargnent toujours. Alors, on se pose des questions. Comment peut-on, pendant plus d'un demi-siècle, occuper une position tellement en vue et préserver ainsi tout le mystère de sa personnalité? Comment peut-on, en étant à ce point exposé, traverser toutes les tempêtes sans même se mouiller? Certains parfois ont pu juger la reine d'Angleterre froide ou lointaine, mais on se dit, et si cette froideur affectée, et si cet éloignement apparent de la souveraine était un moyen de maintenir la fonction à l'abri des polémiques et des remous du temps, et ce, quels que puissent être au fond les sentiments personnels de la femme, sentiments toujours cachés, toujours étouffés. Il me semble que l'une des clés pour comprendre ce personnage se trouve dans l'effacement presque total de la femme devant la souveraine. À une époque où les têtes couronnées privilégient partout leur vie privée, leurs aspirations personnelles, eh bien Elisabeth II est un des derniers exemples de sacrifice pur et parfait à la fonction, au devoir, à l'État. Bien sûr, ça nous paraît un peu d'un autre âge, mais en même temps, il faut bien reconnaître que ça fascine tout le monde. Il va y avoir 20 ans, en 1992, pour le 40e anniversaire de son règne, Elisabeth II a fait une exception. Elle s'est prêtée au jeu des médias, jusqu'à un certain point, et elle a bien voulu, jusqu'à un certain point, que le réalisateur Edward Mirzov vienne filmer ce qu'on ne voit jamais d'habitude, c'est-à-dire, sinon tout à fait l'intimité, du moins la part privée de cette existence royale. Le reportage qu'il en a tiré s'appelle Elisabeth R, Elisabeth Regina, et il a été diffusé un certain nombre de fois chez nous à la télé. Chose inouïe, la reine s'y exprime assez librement sur ce qu'elle appelle son métier. Rappelez-vous Louis XIV qui parlait lui aussi de son métier de roi. Je cite Elisabeth II. « La plupart des gens, dit-elle, ont un travail qu'ils peuvent quitter quand ils rentrent à la maison. Dans cette existence-ci, le travail et la vie vont de pair. On ne peut pas vraiment séparer l'un de l'autre. Il s'agit de mûrir dans un rôle que l'on s'habitue à jouer et d'accepter le fait que le sort l'ait voulu ainsi, parce que je crois que la continuité est une chose très importante. Il faut se faire une idée du travail que cela comporte et ensuite de ce que rétrospectivement on y trouve de satisfaisant. J'ai la forte impression qu'en fin de compte, la formation est la réponse à beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses si l'on y a été convenablement formé, et j'espère l'avoir été. Oh, rassurez-vous, madame, sur ce point, on peut dire qu'aucun doute n'est permis, et cette formation royale irréprochable, on peut dire qu'elle aura pour vous commencé dès le berceau. Un extrait sur Europe 1 du Salut d'amour composé par Edward Elgar. Le 8 mai 1945 à Londres, la population en liesse se presse sous les balcons de Buckingham Palace. On célèbre partout l'armistice. Le peuple britannique a choisi de fêter sa victoire en venant saluer le roi George VI, son épouse, la reine Elisabeth, et bien sûr le Premier ministre Winston Churchill. Ils ont à eux trois incarné le formidable effort de guerre des Anglais. Un peu en retrait de ces figures emblématiques se tient une jeune fille, c'est la princesse Elisabeth, héritière de la couronne, qui, dans son uniforme du service territorial auxiliaire, se présente de façon presque timide à cette nation victorieuse qu'elle ne va pas tarder à représenter, mais ça personne ne le sait encore.
Élisabeth est née le 21 avril 1926. Son père, à l'époque duc d'York, est le second fils du roi George V. Sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, est la fille du 14e duc de Strathmore. C'est un riche Écossais. À cette époque, rappelons-le, rien ne permet d'imaginer qu'Élisabeth régnera un jour. Même son père ne paraît pas destiné au trône. En effet, le fils aîné du roi, l'oncle d'Élisabeth, David, est bien portant et rien ne semble empêcher qu'il ait un jour lui-même des enfants qui régneront après lui. C'est donc en simple princesse, si je puis dire, et non en future reine, qu'est élevée la petite Lilibet, comme on l'appelle dans la famille, élevée de manière assez simple, du reste, par des parents qui ne se soucient d'abord que de son bonheur. C'est ainsi, les York vivent de manière assez bourgeoise, et pour cause. Vous savez que le duc, qu'on appelle Bertie dans la famille, est depuis l'enfance affligé d'un bégaiement qui a été rendu célèbre par le récent film Le discours d'un roi, ce défaut d'élocution qui le tient le plus possible éloigné de la vie publique. Le duc et la duchesse d'York élèvent donc Élisabeth, rejointe en 1930 par une petite sœur, Margaret, dans leur riche demeure londonienne du 145 Piccadilly Street, où règne une simplicité certes toute relative. Dans la journée, les princesses jouent au jardin en compagnie des enfants des employés, et puis presque tous les soirs, ce sont leurs parents qui s'occupent d'elles personnellement, comme dans la plupart des foyers britanniques. Lilibet semble avoir été une petite fille tout à fait normale, avec une passion pour les chevaux et les chiens, qui n'a rien de bien extraordinaire. Elisabeth et Margaret sont des enfants choyés, peut-être même un peu confinés, et quand arrive pour elle le moment d'entrer à l'école, Elisabeth se voit attribuer un professeur particulier à domicile pour les leçons d'anglais, de français et d'histoire. À 10 ans, elle suivra tout de même 7 heures de cours par semaine, consacrant autant de temps et même davantage à l'équitation. L'idée, c'est de ne pas faire d'Elisabeth une intellectuelle. Seule sa gouvernante, l'écossaise Marion Crawford, qu'on appelle Crawfie à la maison, tente de combler certaines des lacunes les plus flagrantes dans l'éducation de la princesse. Cette jeune femme intelligente et diplômée s'attache, sans en parler au duc d'York ni à la duchesse, à ouvrir un petit peu la princesse sur le monde réel. Elle lui fait lire des livres en cachette, elle organise pour elle de petits voyages et des virées incognito dans le métro de Londres. Ce qui est certain, en dépit de cette éducation somme toute bien limitée, c'est que la jeune Élisabeth affiche assez tôt un caractère affirmé, mais en même temps calme, réfléchi, pondéré, ce qui lui confère un statut à part au sein de la famille royale. Son grand-père, le roi George V, qui a toujours détesté les enfants, à commencer par les siens, George V s'entiche littéralement de sa petite fille. Il s'affiche avec elle devant les photographes, sans doute aussi en vue de souligner la simplicité des Windsor en famille. Il est vrai que dès le berceau, le roi avait prêté à Élisabeth des pouvoirs quasi magiques. Vous savez qu'au moment de sa longue maladie, il avait dû garder le lit pendant tout l'hiver de 1928, il avait exigé que l'enfant, qui avait 2 ans à l'époque, soit installé pendant plusieurs heures par jour dans sa chambre. Il était persuadé, ce vieux roi, que sa simple présence, que la présence de la petite Lilibet accélérait sa guérison. Comment s'étonner, dans ces conditions, que l'ensemble des Britanniques se soit pris d'intérêt pour la jeune princesse. Bien qu'elle ne vienne qu'en 3e position dans l'ordre de succession au trône, elle va faire dès le début des années 30 l'objet d'un véritable culte populaire. Il faut imaginer que des chocolats, des hôpitaux pour enfants sont baptisés en son honneur, et même un territoire en Antarctique, le Princess Elizabeth Land. Élisabeth a 10 ans lorsqu'en 1936, la fracassante et redoutable année des 3 rois va bouleverser son enfance et transformer son destin. Le 20 janvier 1936 meurt en effet le vieux roi George V. Naturellement, c'est l'oncle d'Élisabeth, le populaire David, le prince de Galles, qui monte sur le trône sous le nom de règne d'Édouard VIII. Notez bien que le nouveau roi a déjà 41 ans, mais qu'il est toujours célibataire. Il y a au moins une bonne raison à cela, c'est sa liaison inouïe à l'époque avec une américaine divorcée puis remariée, Wallis Simpson. Scandale à l'amirauté, ou plus exactement à Buckingham, la famille royale, qui ne voit en Wallis qu'une aventurière, est littéralement choquée. Or, cette liaison n'est que la moindre des tares du nouveau souverain. Édouard VIII se révèle un noceur invétéré, il annule régulièrement ses audiences les plus officielles pour aller passer la journée avec sa maîtresse, il laisse volontiers des traces de verre à cocktail sur les documents d'État les plus confidentiels. Pire encore, il ne cache pas une sympathie certaine pour le fascisme en général et pour l'Allemagne hitlérienne en particulier. Il va tenter à plusieurs reprises de court-circuiter le Foreign Office sur des dossiers ultra-sensibles en faveur d'une Allemagne de plus en plus menaçante
menaçante par ailleurs, ce qui revient à outrepasser de façon gravissime les prérogatives constitutionnelles du monarque. Tout à l'heure, en compagnie de Jean Descartes, nous allons revenir sur ce règne et sur toutes les questions qu'il pose. Ce qui est certain, c'est que ministres et conseillers murmurent. Et si l'on utilisait la liaison scandaleuse avec Wallis Simpson pour éviter des scandales bien plus conséquents, puisque le roi a plusieurs fois laissé entendre qu'il renoncerait plus volontiers au trône qu'à sa liaison avec l'américaine, eh bien le gouvernement se décide à tirer discrètement parti de ces dispositions. On va utiliser les sentiments affichés par Édouard VIII pour se débarrasser de lui. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année 1936, tous les regards se tournent vers son improbable successeur, vers ce duc d'York, lequel, se jugeant indigne de la tâche, se montre terrifié à l'idée de monter sur le trône. Bertie traverse des crises de panique et de larmes que seule sa fille aînée parvient à apaiser. Et voilà, le 8 décembre, comme on pouvait s'y attendre, Édouard VIII annonce qu'il abdique. Il abdique pour épouser Wallis. Il a fini par obtenir satisfaction. Il faut dire qu'elle a eu son second divorce de son côté, donc elle est libre pour un mariage. Le frère cadet Bertie est donc investi sous le nom de George VI dans un climat de crise dynastique assez délétère. Le peuple britannique se sent littéralement abandonné par son souverain légitime. C'est là que la petite princesse de 10 ans et demi, si populaire, va jouer un rôle essentiel. Élisabeth est effondrée de devoir quitter Piccadilly Street pour Buckingham, mais elle n'en joue pas moins à la perfection le rôle d'accroche-cœur, si je puis dire, qu'on veut lui voir jouer. En permanence, une foule d'individus sera désormais rassemblée sous les fenêtres de la princesse, épiant ses moindres faits et gestes. Fini le temps de la vie tranquille et presque bourgeoise de la famille York. Pour la nouvelle famille royale, commence le temps des sacrifices. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Elle célébrera 60 ans de règne dans quelques jours. Franck met aujourd'hui à l'honneur la reine Elisabeth II sur Europe 1. Qui pour l'instant n'est encore que la princesse héritière. Le 12 mai 1937, en l'abbaye de Westminster, elle assiste au couronnement de son père, George VI. Pour elle, c'est une véritable révélation. Et on peut dire même que c'est le début d'un sacerdoce. En ces temps plus que troublés, la princesse se met à s'intéresser de près à la politique. Son nouveau statut de numéro 1 dans l'ordre de succession lui vaut 2 fois par semaine un cours d'histoire constitutionnelle qui est dispensé au fameux collège d'Eton, près du château de Windsor. Un professeur particulier est par ailleurs chargé de la perfectionner en littérature française et en histoire européenne. Survient la Seconde Guerre mondiale et du jour au lendemain, le quotidien de l'héritière de la couronne est transformé. Les 2 princesses, il y a Elisabeth mais aussi Margaret, sont définitivement installées loin de Londres, à Windsor. Les leçons de rattrapage se poursuivent là-bas, mais les cours d'allemand sont remplacés par des leçons d'histoire américaine. En 1941, Elisabeth n'en participe pas moins à son premier bal et l'année suivante à ses premières parties de chasse. Le ministère de l'Information a beau insister sur la solitude des princesses pour les présenter un peu comme des victimes de la guerre, Elisabeth et sa sœur, stoïques, font tout pour minimiser l'impact des événements sur leur morale. Elisabeth, s'exprimant sur les ondes de la BBC, ira jusqu'à comparer son sort à celui de milliers d'enfants séparés de leurs parents à travers tout l'Empire. La propagande insiste aussi avec une certaine complaisance sur le respect par la famille royale du rationnement alimentaire, mais aussi du rationnement en chauffage et en eau. Des clichés envoyés aux journaux montrent Elisabeth et Margaret en train de tricoter des pulls pour les soldats. En 1942, la jeune héritière, qui a 16 ans, peut faire son entrée dans le monde des adultes et symboliquement, elle devient colonel d'un régiment de grenadiers de la garde. L'opinion meurtrie par la guerre se rattache aux images d'espoir de cette jeune princesse qui est de plus en plus investie dans la guerre et à la fin du conflit, sa popularité va finir par dépasser celle de ses parents. Au début de 1945, Elisabeth brave la réticence du roi et de la reine pour s'engager dans le service territorial auxiliaire. C'est une des rares unités féminines de l'armée britannique. Et dans ce service territorial, elle apprend à conduire des engins militaires. Tout ça est très exotique pour elle. Ce qui fait que quand la paix revient quelques mois plus tard, on la voit presque d'un seul coup taciturne. Elle va pouvoir dire qu'elle a bien mérité son statut de symbole d'avenir pour la royauté, pour l'Angleterre, pour tout
le Commonwealth. Et d'autant plus que pour elle vient le temps de la romance, the Royal Romance, comme disent les Anglais. Le 9 juillet 47, le roi George VI fait annoncer officiellement qu'il a donné son accord pour son mariage avec le lieutenant Philip Mountbatten de la Royal Navy, qui est le fils du défunt prince Andrew de Grèce et de la princesse née Alix de Battenberg. Le jeune marié reçoit le titre de duc d'Édimbourg. Il s'installe avec sa femme à Clarence House. Et là, ils vont vivre 6 années de bonheur. 6 années pendant lesquelles la princesse s'habitue aux dépêches diplomatiques, s'habitue aussi aux missions à l'étranger. Son premier déplacement officiel, c'est à Paris qu'elle le fait en 1948, où elle est reçue très chaleureusement par le président Vincent Auriol. Elle fera son dernier déplacement en 1952. C'est là qu'elle apprend la nouvelle tragique. Son père est mort, la voilà reine. Et quand je dis reine, elle est reine non seulement du Royaume-Uni, mais de 15 autres États indépendants, chef du Commonwealth, chef de l'amirauté, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, seigneur de Mans, duc de Normandie, une Normandie qui, je vous rassure, se réduit aux îles anglo-normandes, chef suprême des Fidji et, ce qui est loin d'être un détail, commandant en chef des armées dans chacun de ces 16 royaumes. Sur Europe 1 du God Save the Queen, Franck. Qu'on entend dans les salles de spectacle en Angleterre quand on assiste même à une simple comédie musicale, vous avez toute la salle qui se lève et qui chante God Save the Queen, c'est toujours très impressionnant. Élisabeth II règne donc depuis le 6 février 1952. Son couronnement n'interviendra que le 2 juin 1953. Ça a été un événement extraordinaire évidemment et ça a été le premier grand événement télévisé grâce à l'installation de l'Eurovision qui fonctionnait pour la première fois ce jour-là. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être une fois de plus avec nous. Vous êtes l'auteur chez Perrin toujours de la saga des Windsor de l'Empire britannique au Commonwealth. Vous nous racontez l'histoire récente de cette famille, donc depuis le roi George V jusqu'à nos jours, une histoire qui a été extrêmement mouvementée. On a l'impression évidemment, après ces 60 années d'un règne impeccable, que la reine Élisabeth camoufle en quelque sorte tout ce qui peut se passer derrière dans la famille et qui n'est pas toujours aussi brillant. À mon avis, la reine est la personne la mieux informée du monde, et cela depuis les années de la guerre, puisqu'elle avait accès aux fameuses boxes, les boîtes de cuir rouge avec le monogramme du souverain, puisque son père, quand elle avait 16 ans, 17 ans, lui communiquait tous les documents qu'il recevait et qui sont le double des documents que reçoit le Premier ministre, ce qui est toujours valable, n'est-ce pas ? Donc elle sait, mais obligée à la réserve constitutionnelle de ne pas manifester d'émotions ou de sentiments ou d'idées publiquement. Je vous rappelle que depuis la reine Victoria, le monarque britannique a 3 droits très importants auxquels ils sont très attachés: le droit d'informer, le droit d'alerter et le droit d'être averti. Et Victoria y tenait beaucoup, et la reine actuelle a montré notamment à Madame Thatcher qu'elle était elle aussi une dame de fer. Et je rappelle, parce que le film The Queen de Stephen Frears, qui était remarquable, le montre très bien à la fin, c'est la reine qui conseille le gouvernement et non l'inverse, et le gouvernement décide. Oui, dans le film The Queen, on voit cette période très troublée qui a suivi la mort de la princesse de Galles, de Diana, et on voit effectivement le rapport extrêmement paradoxal, ambigu et en même temps passionné qu'entretiennent la reine d'Angleterre et son premier ministre de l'époque, Tony Blair. Alors je crois que, si vous voulez, dans ce rapport entre l'État et le gouvernement, il y a eu un couple, si je puis dire, politique extraordinaire, qui a été Elisabeth II, Winston Churchill, très très âgé. Le vieux monsieur qui forme cette jeune reine. Vieux monsieur qui est stupéfait par la qualité d'écoute et de travail et d'intelligence de la reine à 26 ans, et qui, lorsqu'il va quitter enfin le pouvoir, après une carrière absolument extraordinaire, nous sommes en 1955, reçoit la reine au 10 Downing Street, c'est-à-dire la résidence du Premier ministre. Donc le gouvernement invite l'État.
La reine arrive avec ses plus beaux atours, ses tiares, ses couronnes, etc. Elle porte un toast au Premier ministre, ce qui est exceptionnel. Il porte un toast à Sa Majesté et Churchill, en ressortant, tient la porte de la limousine royale, ce qui est extraordinaire. Et lorsqu'elle apprendra le décès de Sir Winston, la reine aura un mot absolument remarquable, selon moi, qui résume tout ce que pouvait être Churchill. Il était divertissant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous sommes toujours sur Europe 1 avec l'historien, écrivain et journaliste Jean Descartes qui retrace aujourd'hui pour nous la saga des Windsor, Franck. La saga des Windsor, et nous sommes partis d'un portrait de cette reine Elisabeth qui va donc célébrer ses 60 ans de règne cette année. Il faut savoir que le règne d'Elisabeth est le 4e plus long de l'histoire de toutes les monarchies européennes, derrière ceux de Louis XIV, évidemment 72 ans Louis XIV, vous imaginez, l'empereur François-Joseph d'Autriche qui quand même a régné 68 ans, et puis la bisaïeule de la reine actuelle, la reine Victoria qui avait régné 64 ans. On peut penser que secrètement, la reine Elisabeth aimerait bien dépasser le record de son aïeul et régner plus de 64 ans, hein, c'est possible. Sûrement, mais on ne saura jamais son sentiment, par définition. No comment. Elle a 86 ans actuellement. Oui. Elle va avoir 86 ans le 21 avril. On l'a vue très souriante. Vous savez que les paroles du God Save the King disent que le souverain est gracieux, qu'il soit masculin ou féminin. Et elle était effectivement gracieuse en jaune canari, je dirais, pour le mariage de William et de Kate. Et on la voyait pour une fois parfaitement radieuse. C'était un bébé déjà radieux, il faut le dire. Ça n'est pas seulement la propagande royale, ça, c'est qu'elle était toujours souriante, toujours lumineuse. Très disponible. Et son grand-père l'adorait littéralement. Oui. Et son grand-père, donc, alors il faut dire, le roi George V. Alors le roi George V, qui, je le rappelle pour les auditeurs, est l'auteur d'un formidable coup de communication. Rappelons que depuis 1714, les souverains d'Angleterre étaient allemands, c'est-à-dire de la maison de Hanovre. La reine Victoria est la dernière Hanovre et elle épouse son cousin Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, ce qui d'une part alourdit sa parentèle germanique alors qu'elle va être le symbole de l'Angleterre la plus anglicisée, si je puis dire. Elle ira jusqu'à interdire à sa fille de boire du thé allemand à Potsdam lorsqu'elle sera princesse héritière de Prusse. Dans cet écheveau dynastique, George V, en 1917, très exactement le 17 juillet 1917, alors que les États-Unis viennent d'entrer en guerre, décide de changer de nom. Alors ça ne va pas changer le sang ni l'histoire, mais de changer de nom parce qu'il n'est plus possible d'avoir un souverain au nom allemand qui se bat contre le Kaiser, n'est-ce pas, qui est son cousin, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Il faut un nom anglais. Alors il faut un nom anglais. Et là, le coup de génie, d'abord, c'est une audace de le faire, c'est de choisir le nom de Windsor, qui est celui du château, qui est la plus grande forteresse du monde toujours habitée, résidence à la fois d'État, de la couronne et familiale, que tous les souverains ont connu, ont fréquenté, ont habité très exactement, d'après moi, 39 sur 41, Elisabeth II étant la 40e souverain britannique, depuis Guillaume le Conquérant en 1066. Alors, il y a la construction du château, il y a cette transformation avec toutes les dynasties, que ce soit les rois de Normandie, les Stuarts, les Lancastres, les Plantagenets, les York, enfin, il y a toutes les dynasties possibles, jusqu'au Saxe-Cobourg-Gotha et Hanovre, et George V va avoir ce grand travail, ce grand effort d'angliciser le nom de famille royale, à mon avis, à ce moment-là, parce que les États-Unis ont du mal à comprendre que deux cousins, deux petits-fils de la reine Victoria sont opposés dans la Première Guerre mondiale. Oui, et puis que ce soit une famille allemande qui règne sur l'Angleterre, en plein premier conflit, c'était je rappelle une chose intéressante, lorsque la princesse... qui est toujours la princesse de Hanovre, Caroline de Monaco, s'est mariée avec le prince Ernst-Auguste Hanovre, elle a dû obtenir 2 autorisations de pure forme, certes, mais pour le principe, l'une du président de la République, Jacques Chirac, comme voisin et protecteur de la principauté, et l'autre de la reine d'Angleterre, puisqu'elle épousait un Hanovre, et savoir si ça convenait. C'était le chef de la maison. Voilà, exactement. Alors, ce roi George V a été, c'est celui qui ressemblait tant à son cousin, qui ressemblait tant au tsar Nicolas II. Oui, avec sa barbe. Et c'est un homme que les Français connaissent peu. Nous ne sommes pas très loin ici à Europe 1 de l'avenue Georges V, de la station de métro aussi. On sait peu de choses sur lui. Disons que c'est le roi de l'unité nationale pendant la Première Guerre mondiale et qui va avoir le grand défi
de parler anglais avec le moins d'accent allemand possible. Et je raconte que Sacha Guitry, en 1919, dit « J'ai eu l'honneur de parler à Sa Majesté le roi George V, qui pour une fois m'avait l'air de parler la langue de ses sujets. » Effectivement, cet accent allemand était terrible et gênait considérablement. Mais jusqu'à leur âge de 14, prolongé si longtemps. Ben oui, mais on avait aussi des nurses allemandes, des gouvernantes allemandes, c'était très à la mode. Et il faut bien comprendre l'écheveau dynastique invraisemblable avant 1914 et que les futurs belligérants se reçoivent encore en 1913 pour des cérémonies de mariage, d'alliance. Tout ça va voler en éclats après l'attentat de Sarajevo. Le père de George V, le roi Édouard VII, était un homme de modernité, très ouvert, très... George V revient un peu à la tradition, même s'il s'ouvre à la radio, par exemple. Mais enfin, il a été le premier à comprendre ce que c'était qu'un média, en l'occurrence la radio, la BBC, et à faire des discours et à souhaiter des vœux de bonne année, de Noël à ces sujets. George V est un homme qui travaillait beaucoup, qui était un passionné de philatélie, qui évidemment après Édouard VII passait pour quelqu'un de très raisonnable, puisqu'Édouard VII menait joyeuse vie, notamment à Paris, mais Édouard VII était un visionnaire et qui se méfiait de ce qui se mijotait à Berlin et avait voulu donc créer l'entente cordiale et l'imposer malgré nos différences. Ça, c'est très important. George V aura été torturé, on peut dire, à la fin de sa vie par la perspective de sa succession. Il voyait bien que son fils aîné, David, qui va régner sous le nom d'Édouard VIII, n'était pas à la hauteur de la tâche. Il avait compris, oui. Et il avait réussi à comprendre que derrière toutes les difficultés de son fils Bertie, celui qui bégayait tant, se cachait le tempérament d'un bon roi, probablement. Alors il faut bien dire que l'aîné, n'est-ce pas, le prince de Galles, le futur Édouard VIII et le futur George VI ont eu des enfances tristes. Ils ne voyaient leurs parents que 45 minutes par jour. La reine Mary tendait la main pour une cérémonie qui était toujours empesée, nous allons dire, et corsetée. Ça n'était pas drôle. Alors en plus, le futur George VI va avoir des problèmes avec les genoux cagneux, on va lui mettre des attelles la nuit, c'est très douloureux. Et je dirais, pour résumer, ce qui est fabuleux dans l'histoire d'Édouard VIII, dans ce scandale sans précédent, d'une abdication par amour, qui oblige un roi à succéder à un autre roi vivant, ce qui ne s'était jamais fait, c'est son frère. En fait, George VI va avoir, et je pèse mes mots, la chance d'avoir le terrain terrible et tragique de la Seconde Guerre mondiale pour s'imposer et se révéler. Il aura 3 ennemis, lui-même, avec ses difficultés d'élocution, et les 82 séances avec l'orthophoniste Lionel Rogue vont être extraordinaires, surtout en lui apprenant des grossièretés, des jurons. Deuxième ennemi, l'Allemagne, Hitler, qui fera bombarder Buckingham Palace, et troisième ennemi, son propre frère, Édouard VIII, devenu le duc de Windsor, qui a été reçu par Hitler à Berchtesgaden et qui dit « avec moi il n'y aurait pas eu de guerre » et qui saluait le redressement économique et industriel allemand, ce qui était en effet admirable, mais qui bascule après 1932-33 dans un soutien au national-socialisme. Ce que l'on appelle le dossier Marbourg, vous lui consacrez un chapitre et nous y revenons avec vous, Jean Descartes, dans un instant. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes encore pour jouer à la hotte de Noël. Et pour tenter de gagner un bon d'achat d'une valeur de 1 500 €, vous avez bien entendu. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Vous envoyez le nom Ferrand, F-E-2-R-A-N-D, par SMS au 73921, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes la minute. Bonne chance à tous et le nom du gagnant sera accessible dès demain sur le site europe1.fr. La hotte de Noël Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 du Rule Britannia, puisqu'aujourd'hui nous nous intéressons au Windsor, Franck. Et oui, et à cette monarchie britannique qui, à travers vents et marées, tient bon et suscite tout de même l'admiration universelle. Alors, dans son ouvrage La saga des Windsor, de l'Empire britannique au Commonwealth, paru chez Perrin, Jean Descartes écrit « Alors que la famille régnante et la monarchie sortent magnifiées de la Seconde Guerre mondiale par leur attitude courageuse et digne et par leur partage des épreuves subies par le peuple britannique, après les réjouissances du mariage princier, voici que George VI se retrouve bien malgré lui plongé dans la crainte de révélations sur la scandaleuse compromission de son frère aîné et de sa belle-sœur avec l'Allemagne, ses intermédiaires et ses officines de propagande. » C'est le fameux dossier Marbourg. Jean Descartes. Le dossier Marbourg est une véritable bombe à retardement au moment où on aspire à la paix. Certains généraux, comme le général Patton, traversant l'Allemagne, mettent la main sur un dossier compromettant, en fait sur l'histoire des relations entre les monarques anglais et les principautés des États allemands, puis l'Allemagne impériale. Et on craint beaucoup qu'il n'y ait des documents concernant la famille royale alors contemporaine à ce moment-là, en 1945, et en particulier le duc de Windsor, qui avait fréquenté Hitler et qui avait fréquenté plusieurs de ses agents, et que Hitler voulait remettre sur le trône, en effet, en envahissant l'Angleterre, ce roi fantoche. Donc c'est une bombe à retardement, et on sait avec le recul, parce que tout ça ne va éclater que réellement du temps de Mme Thatcher, que l'Union soviétique guettait tous les éléments de ce dossier pour faire chanter les institutions britanniques. C'est l'affaire Philby, entre autres. Un homme très proche de la reine, conservateur des collections de peinture, un grand historien d'art, et qui va être le symbole de ses agents double, voire triple, formé à Cambridge. Mais qui travaillait pour l'Union soviétique. Qui travaillait pour l'Union soviétique, dont d'ailleurs le KGB se méfiera toujours, parce que à perfide ennemi, bien entendu. Et donc c'est effrayant pour George VI, qui s'est usé la santé par ses nuits de veille, ses angoisses, ses alertes, ses voyages incessants au-devant des populations, notamment par exemple après les bombardements terribles de Coventry, et fumant beaucoup trop, ne mangeant presque plus rien, angoissé et représentant le premier soldat de l'Empire, et puis cette angoisse de révélations qui peuvent sortir et ressalir l'honneur de la famille, alors que son frère, le duc de Windsor, est parisien, complètement futile, mondain, et que la duchesse fulmine de ne pas être titrée Altesse royale. Alors parmi les scandales qui ont un peu écorné l'image de cette monarchie britannique et de cette dynastie rebaptisée Windsor en 1917, figurent bien sûr des affaires de liaisons amoureuses, de mariages ratés. On a d'abord beaucoup glosé sur la princesse Margaret, ce qu'on oublie aujourd'hui. Ah oui, mais alors ça a été un des feuilletons des années 50 et 60. Disons que le jour du couronnement de sa sœur, on n'a pas remarqué combien la princesse Margaret s'était occupée d'épousseter l'épaule d'un fringant officier en uniforme qui était le groupe Captain Peter Townsend, héros de la bataille d'Angleterre, pilote de la Royal Air Force. Il est marqué, donc elle ne pourra pas l'épouser, le gouvernement s'y oppose, sinon elle perdrait tous ses avantages et toutes ses prérogatives. Elle deviendra la princesse triste. Il y en a une autre à cette époque, ça sera Soraya, pour la légende populaire, et finira par épouser Tony Armstrong-Jones. Alors il faut dire que pour le roi George VI, Margaret était la plus amusante. Elle chantait, elle imitait les vedettes du cinéma, du musical, du théâtre. Elle était très douée pour faire rire tout le monde. Mais il n'avait confiance qu'en l'autre, Élisabeth comme future souveraine. Ça a été très dur pour la reine de voir le malheur de sa sœur qui a sombré finalement après dans l'alcool, dans des liaisons assez scandaleuses qui ont provoqué des interpellations au Parlement à Westminster, et qui est morte avant sa mère, la reine-mère, la fameuse Queen Mum. La reine Elisabeth II a qualifié elle-même l'année 1992 d'annus horribilis, c'est l'année de l'incendie du château de Windsor, l'année où la République est proposée aux Britanniques, l'année où Andrew et Sarah Ferguson se séparent, et où Charles et Diana divorcent. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais enfin, depuis Henri VIII, notamment, on était habitués, mais c'était pas la dynastie, les Windsor. Voilà. Non, je trouve qu'il y a quelque chose d'étonnant
on dit souvent les Windsor, la firme, l'entreprise, parce qu'en effet, il y a un travail extraordinaire et il y a une représentation énorme. Et je pense que c'est un mélange extraordinaire de tradition et d'innovation. Regardez, 2 milliards de téléspectateurs pour le mariage princier, très réussi, sans faute, où on mélange à la fois la boîte de nuit qui s'installe dans Buckingham Palace et la reine qui va se reposer à Windsor, où on a Elton John qui arrive, dit-il, avec son mari. Bref, c'est tout le monde britannique avec ses excentricités et ses traditions et ses qui ont évolutions, tout de même une sacrée allure. Oui, qui ont une sacrée allure et qui se reflètent en permanence dans cette famille qui finalement, bon gré mal gré, s'adapte en fait. Et qui est suivie en permanence par une presse extrêmement sévère mais en même temps affectueuse. Vous parliez du précédent jubilé de la reine pour ses 40 ans. Je me souviens de la une de tous les quotidiens, y compris les plus populaires et les plus à gauche du royaume, en énormes lettres. Thank you, madame. Merci, madame. Et là, ça va prendre encore, je pense, de toute autre proportion. Ce jubilé de diamant devrait être un véritable triomphe pour la reine Elisabeth II. Les Jeux Olympiques, c'est une année très british qui s'avance. Ça, on vous verra, j'imagine, Jean, à la télévision pour les cérémonies du jubilé de la reine, donc au tout début du mois de juin. J'imagine qu'Europe 1 également se fera l'écho de tout cela. La reine Elisabeth II a effectué quelques 84 visites d'État. Elle a fait 10 fois le tour du monde, distribué 400 000 récompenses de ses propres mains, reçu plus d'1 million de personnes dans les jardins de Buckingham Palace et confessé, on le sait, vous le disiez tout à l'heure, 12 premiers ministres britanniques de Churchill à Cameron. Et s'apprête à distribuer au château de Windsor, dans la salle à manger qui a été réaménagée, j'y étais il y a quelques jours, comme au temps de la reine Victoria avec les premiers sapins de Noël qui venaient d'ailleurs des États allemands, elle va distribuer les cadeaux pour son personnel dans sa résidence d'État avant de partir pour Sandringham et retrouver l'inévitable pudding. Il y a également une tradition en Angleterre, c'est celle du discours de la reine. Alors pas pour les vœux, mais pour Noël. Pour Noël. Elle est chef de l'église anglicane, après tout, il ne faut pas l'oublier. Oui, absolument, qui est son discours à elle, même s'il est passé au crible par le Premier ministre, etc. Ce n'est pas comme le discours du trône qui est écrit par le Premier ministre. La reine manie très bien les médias. Il y a eu une incompréhension épouvantable au moment de la mort de son ex-belle-fille, Diana. Je vais vous dire franchement, Diana, paix à son âme, n'était pas très futée, était trop jeune et a été très provocatrice avec les médias, ce qui est un jeu très dangereux. J'aimerais citer, Jean Descartes, l'adaptation qui a été publiée chez Philippe Ray de la biographie de la mère de l'actuelle souveraine, Élisabeth, la reine-mère, par William Shawcross, auteur, c'est le Jean Descartes anglais, si j'ose dire, et puis un numéro spécial de Géohistoire, numéro spécial novembre-décembre qui sera en kiosque jusqu'au milieu du mois de janvier prochain. C'est un hors-série sur les rois et reines d'Angleterre, de Guillaume le Conquérant à Élisabeth II, avec un DVD spécial sur les affaires de la couronne et notamment sur l'abdication d'Édouard VIII. Et puis de Jean Descartes aux éditions Perrin, la saga des Windsor, de l'Empire britannique au Commonwealth, c'est donc toute l'histoire de cette famille au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Merci Jean d'avoir été avec nous pour une de ces dernières émissions.